Merci de m'avoir invité à parler du hypertension pulmonaire associée aux maladies respiratoires chroniques. Donc, j'ai juste moi baissé de mon côté parce que c'est une autour. Vous m'entendez? Donc, on va parler du hypertension pulmonaire associée aux maladies respiratoires chroniques. Donc, il y a deux lectures que je vous conseille qui sont les recommandations internationales de la Société de cardiologie et de pneumologie pour l'hypertension pulmonaire qui a été publiée dans l'European Respiratory Journal en 2022, et puis cet article publié dans le 27 Respiratory Medicine qui reprend l'hypertension pulmonaire associée aux maladies respiratoires et un peu les développé. Donc, dedans, il y a à peu près la plupart des choses que je vais vous montrer. Donc, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypertension pulmonaire, en fait, elle est définie, et c'est vraiment une limite quand on parle des maladies respiratoires, parce qu'elle est définie par une mesure liée à l'hémodynamique et au capillarité frontale droit. Donc, il faut avoir une qualité moyenne supérieure à 20 mm de mercure, mais ça veut dire qu'il faut, par définition, si on veut parler d'hypertension pulmonaire, avoir la confirmation d'une hypertension pulmonaire, avoir un capillarité frontale droit. Et ce n'est pas un geste qu'on peut si facilement que ça, c'est pas un geste qu'on va faire par définition à tous les malades pour les maladies respiratoires. Donc la définition de l'hypertension pulmonaire, c'est avoir un PAP supérieur à 20 mm de mercure. Cette définition a changé, parce qu'avant on disait que c'était plus de 25, et on a baissé les seuils pour dire que 20 mm de mercure c'était déjà anormal. Alors pourquoi on a baissé les seuils? Parce qu'on sait que depuis que maintenant on a des données très vastes sur plus de 800 malades et on sait que la qualité moyenne, notamment d'infusation, c'est 14 mm de mercure, c'est très constant, quel que soit l'âge. Et donc 25, c'était très loin de la normale, en se disant, à l'époque, c'était en 1973, il y avait une épidémie d'hypertension pulmonaire associée à des anorexigènes, et on s'était dit, on va se mettre très loin de la normale, pour faire la différence entre les hypertensions pulmonaires très modérées qu'on voit fréquemment dans les maladies respiratoires et cette épidémie, et pour éviter ces malades avec qui ont pris des anorexigènes. Mais maintenant qu'on est sorti de cette épidémie et qu'on n'a plus les mêmes objectifs, on a repassé à quelque chose de plus habituel, de passer à quelque chose à deux délégations standards de la normale, ce qu'on utilise dans la norme biologique, et pour passer à 20 mm de mercure. Voilà pourquoi on a baissé le seuil à 20 mm de mercure. Donc 20 mm de mercure, on est encore très loin de la normale. Alors, comme je vous disais, le problème, c'est que c'est un peu d'un cathétérisme frontal droit. La normale, c'est 14 de PAP moyenne, et les résistances de vaisseaux pulmonaires, c'est une unité. Voilà, ce qu'il faut garder en tête quand on va réfléchir à la sévérité des malades. 14 de PAP moyenne et 1 de résistance, c'est les valeurs normales. La résistance, ça se calcule avec la PAP moyenne, la pression dans les capillaires et le débit cardiaque. En pratique, il y a plusieurs façons d'augmenter sa pression dans les artères pulmonaires. La première, c'est d'augmenter son débit, et ça, c'est quelque chose d'assez qui peut survenir quand on a de la fièvre, quand on a une hyperthyroïdie, quand on est enceinte. On peut aussi augmenter sa PAPO, sa pression capillaire pulmonaire, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Et dans l'hypertension pulmonaire des maladies respiratoires, le mécanisme qui va être à l'origine de l'augmentation de la pression dans les artères pulmonaires, c'est l'augmentation des résistances au flux sanguin dans les vaisseaux pulmonaires. Et c'est ça qui va faire monter la pression dans les artères pulmonaires. Comme je vous disais, ça peut être lié à l'hyperdébit, là c'est une maladie des vaisseaux, ça peut être lié à une augmentation des pressions capillaires, une insuffisance cardiaque gauche. C'est vrai que c'est pour ça que c'est très limitant l'échographie cardiaque, parce que ça va nous dire qu'il y a probablement une hypertension pulmonaire, ça ne va pas nous confirmer, et ça ne va pas nous permettre de déterminer le mécanisme, sachant que ces malades qui ont une maladie respiratoire, c'est très très fréquent qu'il y ait en plus une insuffisance cardiaque gauche. Et donc l'échographie cardiaque, souvent, ne va pas pouvoir répondre, sauf s'il y a une fraction d'éjection diminuée de manière importante, et la plupart du temps, ne pourra pas répondre au mécanisme d'hypertension pulmonaire. Donc, un cathétérisme, lui, il va permettre de déterminer le mécanisme, c'est pour ça qu'on fait un cathétérisme chez ces malades-là. Il va pouvoir déterminer si la maladie a bien des vaisseaux pulmonaires, ce qu'on appelle une hypertension pulmonaire précapillaire, ou si elle est liée à l'insuffisance cardiaque gauche. Lorsqu'elle est liée à la maladie respiratoire pulmonaire, on va se retrouver dans une élévation de la pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure, une pression dans les capillaires inférieure à 15, c'est normal, et des résistances qui vont être à 2 unités, plus de 2 unités, c'est déjà normal et clair.
Et ça veut dire qu'il y a une maladie des vaisseaux. En tout cas, il y a une résistance dans les vaisseaux qui peut augmenter ces maladies précapillaires. Et puis à l'inverse, quand on a une hypertension pulmonaire post-capillaire, on va avoir une PAP moyenne qui est augmentée supérieure à 20, mais la pression dans les capillaires va être augmentée parce qu'il y a une insuffisance cardiaque gauche et les résistances dans les vaisseaux vont être montées. Et donc c'est pour ça que le cathétérisme est essentiel dans la compréhension du mécanisme. Alors dans les hypertensions pulmonaires, il y a beaucoup de causes. Et souvent, lorsqu'on est face à une maladie respiratoire, il faut penser que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Il faut aller rechercher les autres causes. Alors, il y a des formes rares d'hypertension pulmonaire qui sont l'hypertension artérielle pulmonaire, qui peuvent être associées à des formes génétiques, mais aussi à des maladies fréquentes comme des maladies du foie, des cirrhoses, des bilharzioses. Et donc, il faut penser à rechercher ça, le VIH. Ça peut être associé à une hypertension pulmonaire, des maladies cardiaques gauche, c'est la première cause dans le monde, et principalement l'insuffisance cardiaque gauche à fraction des élections préservées. Et parfois, les cardiologues n'arrivent pas à mettre en évidence lorsqu'ils font une échographie cardiaque, et encore moins chez les malades respiratoires qui sont dysfonctionnels ou qui ont une fibrose pulmonaire. Des maladies thromboemboliques chroniques, c'est groupe 4, il faut y penser, parce que 50% des malades vont avoir un antécédent d'embolie pulmonaire, on peut avoir une maladie thromboembolique chronique sans jamais avoir fait d'embolie pulmonaire. Et là, dans le scientifique, souvent, on peut, ou un angioscanner, on peut éliminer l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Mais on peut avoir une BPCO, une maladie thromboembolique chronique. Et puis après, dans le groupe 5, on a mis plein de choses qui sont difficiles à classer. Dans l'hypertension pulmonaire du groupe 3, c'est la deuxième cause la plus fréquente après l'insuffisance cardiaque gauche. C'est l'hypertension pulmonaire des maladies respiratoires. Et vous voyez que le terme qui est utilisé, c'est associé aux maladies respiratoires. Avant, c'était dû aux maladies respiratoires. Pourquoi on est passé de dû à associé? C'est qu'on pense que la maladie respiratoire, elle est présente, mais peut-être que ce n'est pas la cause principale de la maladie respiratoire et que c'est une cause commune qui va conduire, par exemple, à la BPCO et à l'hypertension pulmonaire. Si on pense que le tabac, par exemple, a une toxicité sur les vaisseaux pulmonaires, tout à fait imaginer que le tabac donne de la fibrose, donne de la BPCO et donne de l'autre côté une maladie des vaisseaux pulmonaires. C'est pour ça qu'on utilise le terme associé. Il y a parfois des malades qui ont une maladie respiratoire très sévère qui n'ont jamais développé d'hypertension pulmonaire. On n'est pas tous égaux dans le risque d'hypertension pulmonaire. Les mécanismes principaux, le mécanisme principal, c'est la raréfaction des vaisseaux pulmonaires. En gros, quand on n'a plus de vaisseaux dans des zones qui sont détruites, c'est comme un fleuve dont on va toucher des affluents, le niveau va monter dans les vaisseaux en amont et va faire monter la pression. Donc c'est vraiment le mécanisme principal pour la plupart des malades qui ont une hypertension pulmonaire associée aux maladies respiratoires. Et ça explique qu'on n'a pas grand-chose à leur proposer, parce que quand il n'y a pas de vaisseau, donner des médicaments qui ciblent les vaisseaux, ça n'a probablement aucun sens. Un autre mécanisme important qui vient aggraver les choses, peut-être plus qu'être initiateur, c'est la vasoconstriction hypoxique. Donc les malades qui sont hypoxémiques, qui vont avoir une vasoconstriction artérielle pulmonaire qui va aggraver encore plus l'hypertension pulmonaire, qui va mettre encore plus le cœur droit en défaillance et qui va conduire les malades à une insuffisance cardiaque droite chronique puis au décès. Et puis il y a des malades, probablement pas tous, et probablement une petite proportion, qui vont avoir un remodelage très important des vaisseaux pulmonaires et qui vont finir par avoir une maladie vasculaire pulmonaire associée. Et ça va faire des hypertensions pulmonaires sévères avec des insuffisances cardiaques droites réfractaires et des malades qui vont décéder d'hypertension pulmonaire. Alors en termes de physiopathologie, ce que je vous disais, c'est que la plupart du temps, l'hypertension pulmonaire est liée à la raréfaction du lit vasculaire pulmonaire et la vasoconstriction hypoxique. Et ça donne généralement des hypertensions pulmonaires qui sont modérées. En gros, si on regarde en analyse de cluster, comment se répartissent ces malades, là vous avez en axis la destruction parenchymateuse qui va donner la maladie vasculaire pulmonaire. Vous voyez qu'il y a une proportion en vert de malades qui n'ont pas du tout d'atteinte vasculaire. Et puis il y a une proportion des malades, comme les BPCO et les fibroses, qui vont avoir une atteinte proportionnelle. En fait, c'est la destruction d'une vasculaire pulmonaire. Plus vous avez une maladie respiratoire sévère, plus vous avez une hypertension pulmonaire. Néanmoins, l'hypertension pulmonaire, dans ces conditions-là, elle reste mineure ou modérée. Puis là, vous avez la STACO, qui n'a pas d'atteinte parenchymateuse, qui a une maladie rare et une atteinte vasculaire principale. Il y a aussi des malades qui vont se retrouver ici, qui vont avoir un PVP, c'est-à-dire phénotype vasculaire pulmonaire, qui ont une maladie respiratoire, pas si sévère que ça, qui vont avoir une hypertension pulmonaire qui est disproportionnée et qui va conduire à des remodelages des vaisseaux pulmonaires.
Donc maintenant, on utilise beaucoup le terme hypertension pulmonaire associée à maladie respiratoire avec phénotype vasculaire pulmonaire. Par exemple, BPCO avec phénotype vasculaire pulmonaire, fibro avec phénotype vasculaire pulmonaire. C'est-à-dire qu'il y a une atteinte des vaisseaux en plus de l'atteinte du parenchyme. Et là, on sait qu'il y a plein de mécanismes qui rentrent en jeu, l'inflammation, la dysfonction épithéliale, les facteurs de croissance, l'autoimmunité. Et tout ça va donner une hypertension pulmonaire disproportionnée. Ces malades vont avoir une hypertension pulmonaire sévère. Comme je vous disais, on parle souvent de phénotype vasculaire pulmonaire. Et on a parlé aussi dans les recommandations à définir ce qui était disproportionné à une atteinte respiratoire. Et pour simplifier, ce qu'on a dit, c'est que généralement, quand il y avait une hypertension pulmonaire sévère, à plus de 5 unités, 5 fois la normale des résistances, c'est que généralement, il y a des remodelage vasculaire pulmonaire et qu'on était face à une hypertension pulmonaire sévère du groupe 3. Donc sévère, c'est les mêmes critères, mais avec des résistances qui, au lieu d'être supérieures à 2, sont supérieures à 5. Et cela, on pense qu'il y a du remodelage des vaisseaux pulmonaires et que ces malades-là meurent d'hypertension pulmonaire. Alors, c'est peut-être pas tout à fait vrai qu'il n'y a que les malades qui ont un phénotype vasculaire pulmonaire qui plus de 5 unités, oui, parce qu'on peut se retrouver avec des malades qui ont aussi une atteinte parenchymateuse très très sévère et qui peuvent parfois dépasser 5. Et la plupart du temps, ils restent entre 5 et 6, même avec un poumon complètement détruit. Alors que les malades qui ont un phénotype vasculaire, ils peuvent avoir 10 de résistance dans les vaisseaux pulmonaires, donc des hypertensions pulmonaires très sévères. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à une suspicion d'hypertension pulmonaire? L'examen de dépistage, ça reste l'échographie cardiaque. Et j'imagine que vous avez comme moi la même difficulté, c'est que la plupart du temps, la seule information qu'on a, c'est la PAP systolique à l'échographie cardiaque, qui n'a aucun intérêt dans le dépistage de l'hypertension pulmonaire. Aucun intérêt. C'est aussi a été démontré plein de fois que ce n'était pas du tout corrélé à la sonde mesurée en cathétérisme clavelle droit. Parce qu'en fait, on mesure la vitesse d'insuffisance tricuspide pendant l'écho, auquel on rajoute la pression dans l'oreille droite, et ça a été très bien montré qu'on rajoute 0,5, 10, 5, 20, et que ce n'est pas du tout corrélé à la sonde mesure au cathétérisme clavelle droit, donc on mesure quelque chose d'assez précis auquel on rajoute quelque chose de complètement imprécis. À tel point que les recommandations internationales demandent de ne plus utiliser la PAP systolique pour faire le dépistage de l'hypertension pulmonaire, mais bien de mesurer la vitesse d'insuffisance tricuspide. Et ça, il faut impérativement que le cardiologue vous rende cette information lorsqu'ils font une échographie cardiaque. Moi, souvent, je suis appelé tous les jours pour des avis d'hypertension pulmonaire. Quand on me donne une PAP systolique, je dis je ne sais pas répondre à cette question. Et c'est pas de toute bonne foi. Je pense qu'on dit des choses aléatoires quand on regarde la PAP systolique. Ça, c'est par exemple les données de KT, de valeur entre la PAP systolique et la KT et la l'écho. Fait dans un centre expert qui est le mien, une publication dans New England avec des cardiologues spécialistes de l'hypertension pulmonaire, l'écho, qui faisait les échos. Et vous voyez que pour des PAP systoliques entre 40 et 50, le KT, le cardiologue est spécialiste de l'hypertension pulmonaire a répondu 30 pour celui-là, a répondu 50 pour celui-là et a répondu 80 pour celui-là. Alors qu'on est dans un centre qui ne peut pas faire plus expert, des gens qui font de ça toute la journée. Donc, clairement, il y a des sources d'erreurs majeures. Et si on regarde même dans la fibrose, je vous montrerai, 50% des valeurs sont erronées, vraiment très erronées. C'est pour ça que les recommandations disent qu'il ne faut plus utiliser la PAP systolique, mais il faut regarder la vitesse d'insuffisance tricuspide. Et quand elle est inférieure à 2,8 mètres secondes, vous êtes tranquille, c'est une faible probabilité d'hypertension pulmonaire. Quand vous êtes à plus de 3,4 mètres secondes, vous avez une forte probabilité d'hypertension pulmonaire. Et quand vous êtes entre 2,9 et 3,4, il faut regarder les autres signes. Donc moi, je demande quoi? Je demande quand on appelle, je demande à savoir la vitesse d'insuffisance tricuspide, je demande à savoir si le ventricule droit est dilaté, hypertrophié, si l'oreillette droite est dilatée, s'il y a une dysfonction ventriculaire droite. Le ventricule droit, il ne sait pas s'adapter à une unité de pression. Donc si on m'appelle pour me dire qu'il y a une PRPS à 80 mm de mercure avec un ventricule droit non dilaté, non hypertrophié, ça n'existe pas du point de vue physiopathologique. Ça ne peut pas exister. Donc je dis cette écho elle est fausse. Donc il faut qu'on refaire l'écho, il faut me donner les autres informations. Donc c'est très important. Ça c'est des données faites aussi par des centres experts dans l'hypertension pulmonaire et la fibrose. Spécialiste Steve Nathan de l'hypertension pulmonaire de la fibrose. Vous voyez la différence, en gros, ce qui est noté, c'est que 50% des mesures de PAP-S sont surestimées ou sous-estimées de plus de 10 mm de mercure.
et aléatoirement surestimé ou sous-estimé. Donc quand on vous dit 50, il y a une chance sur 4 que ça soit plus, 5, soit plus de 60, et une chance sur 4 que ça soit moins de 40. Ce qui fait que en fait, c'est presque aléatoire, c'est presque c'est la même pièce. Ce qui est important, c'est quand on est face à un patient qui a une maladie respiratoire, c'est de savoir si on est face à quelque chose qui a l'air proportionné ou pas. Et c'est ça qui est le plus important et le plus difficile à mettre en évidence. Quand on a une hypertension pulmonaire, une maladie respiratoire importante, une DPCO, une fibrose, c'est normal. C'est un mécanisme d'adaptation normal. Vous avez perdu des vaisseaux, vous avez une hypoxémie, c'est normal d'avoir une petite hypertension pulmonaire. Ce qu'on va rechercher, c'est si elle est trop sévère. Si vous voyez une dysfonction cardiaque droite, si vous voyez un cœur droit qui est très dilaté, très hypertrophié, un malade qui fait une insuffisance cardiaque droite, ça vous dit c'est pas comme d'habitude et c'est disproportionné. Alors, si on s'intéresse à la BPCO, l'hypertension pulmonaire dans la BPCO, c'est pas rare, mais si on regarde l'hypertension pulmonaire sévère, on n'avait pas les mêmes définitions à l'époque, mais sévère, c'est moins de 1%. Donc, c'est quand même pas une situation qui se répand. Alors, si on regarde la répartition des PAP moyennes dans la BPCO, c'est des malades qui vont être au stade de transplantation, des malades sévères, et du coup, vous voyez, quand on va avoir plus de 25 de PAP moyennes, c'est très fréquent en fait. Et vu qu'on a baissé les seuils à 20 par nous, et ben, on augmente de manière très importante le nombre de malades qui ont une hypertension pulmonaire, c'est banal dans une BPC. Par contre, avoir plus de 35 de PAP moyenne, on va dire que ça équivaut à peu près à plus de 5 de résistance, ça reste une situation rare, même au stade de transplantation. Et comment ces malades sont par rapport à des malades qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire sévère? Ils ont généralement une fonction respiratoire plus préservée, mais une DLCO beaucoup plus basse que les malades qui ont une hypertension pulmonaire, pas d'hypertension pulmonaire ou une hypertension pulmonaire modérée. Ça, c'est généralement ces malades très hypoxémiques avec une DLCO basse. Il y a une exception où une hypertension pulmonaire sévère est très fréquente, c'est le fibro-emphysème. Plus de 50% des malades qui ont un syndrome emphysème des sommeils, fibrose rénale, ont une hypertension pulmonaire sévère. C'est très fréquent dans cette situation. Et c'est probablement des malades qui sont très susceptibles au toxique et au tabac, qui ont un emphysème à la fibrose et, à mon avis, à la maladie hypertension pulmonaire. Dans la BPCO, c'est comme je le disais, plus on baisse son VEMS, plus on augmente sa PAP moyenne. C'est vrai pour la majorité des malades. Il y a des malades qui ne sont pas comme les autres, qui ont une fonction respiratoire préservée et des hypertensions pulmonaires sévères. C'est ces phénotypes vasculaires pulmonaires avec des remodelages. Et on le sait maintenant, quand on va regarder ce qui se passe dans leurs vaisseaux, ils ont plein de remodelages de petits vaisseaux, disproportionnés, très importants, qui vont conduire à une hypertension pulmonaire sévère. Ils vont avoir moins de capillaires, et ces malades-là vont développer des hypertensions pulmonaires sévères. Alors, comment ils se reconnaissent en pratique clinique? C'est des malades qui sont plus essoufflés que laisse à supposer leur ventilateur obstructif. Ils ont une insuffisance cardiaque droite qui est souvent prédominante, avec des signes d'insuffisance cardiaque droite, des signes droits de CG, un IPPRO-BNP qui est élevé. Aux EFR, ils ont un trouble obstructif qui est moins sévère que les autres, ils sont très hypoxémiques par rapport à leur trouble obstructif. Très souvent, ils sont hypocapniques. Donc, c'est rare que vous ayez hypercapniques, ils sont très souvent hypocapniques. Ils ont une DLCO qui est très basse, qu'ils ont l'atteinte de l'emphysème, qui est pas aussi pour la fibrose, plus l'atteinte des vaisseaux pulmonaires. Si on leur fait faire un test d'effort, ils décèdent toujours beaucoup. Ils ont une limitation vasculaire pulmonaire à l'épreuve d'exercice. Et à l'imagerie, souvent, c'est malheureusement pas très rentable l'imagerie. Et dans la BPCO, en tout cas, ces malades ont plus d'emphysème que les autres. Et c'est malheureusement pas très rentable pour dépister l'hypertension pulmonaire. Ils ont un pronostic qui est très mauvais, catastrophique. Un malade qui a une BPCO même pas très sévère avec une hypertension pulmonaire, 60% vont mourir dans les 3 ans qui suivent le diagnostic. Et c'est indépendant de la fonction respiratoire. Il ne meurt pas d'insuffisance respiratoire, c'est malade qui a une hypertension pulmonaire sévère, il meurt d'insuffisance respiratoire. Donc plus c'est disproportionné, plus ces malades-là ont un pronostic qui est très mauvais. Alors, est-ce qu'il faut les traiter? Bah oui, en fait, on va les traiter au quotidien, c'est mal qu'on détecte une hypertension pulmonaire, parce que comme je vous disais, par le temps, c'est proportionné, il y a l'hypoxémie, donc il faut traiter avec de l'oxygène, donner des diurétiques, ventiler s'il faut, les réhabiliter si c'est possible, traiter les comorbidités. Ça, c'est traiter la plupart des hypertensions pulmonaires associées à des maladies respiratoires. Ça, c'est le traitement principal.
La question, c'est est-ce que quand il y a une hypertension pulmonaire disproportionnée, il faut utiliser des traitements qui sont à disposition dans l'HTAP. On a des traitements par voie orale, des antagonistes à la récepteur de glutamine, on peut entendre, des inhibiteurs phosphodiesterase de type 5, la fibromyalgie, des équivalents de RA, des prostacyclines, tous ces traitements qu'on utilise dans l'HTAP, l'ANRA HTAP. Aucun des traitements, ceux-là, n'a déjà l'AMN dans l'hypertension pulmonaire de maladie de la respiration. À mon avis, ils n'ont aucune place lorsque l'hypertension pulmonaire est modérée ou proportionnée à la contrainte respiratoire, parce que le mécanisme ne s'est pas activé. Et puis, il y a des risques de ces traitements. Parce que la vasoconstriction hépatique, c'est quand même un traitement qui a c'est quand même une adaptation. C'est-à-dire que ça évite d'envoyer du sang dans des zones complètement détruites. Si vous avez un vasodilatateur, vous allez renvoyer du sang dans des zones détruites. Et les malades deviennent plus hypoxiques. De plus, ils ont une atteinte des artères, mais pas que des artères, mais pas des veines pulmonaires. Vous allez réaugmenter le débit, mais sans avoir l'effet sur les veines, et les malades peuvent développer des œdèmes pulmonaires. Donc le risque théorique de ces médicaments est quand même important. Et c'est à ce jour, dans la BPCO, ils n'ont pas démontré leur efficacité. Parce qu'il y a très peu de données. Petite étude, 30 patients traités par un augmentant, avec une hypertension pulmonaire sévère, et vous voyez qu'avec le augmentant, il n'y a aucune amélioration du test de marche, et les malades, après 4 semaines, ils perdent 6 points de PO2. Des fois, les malades qui n'avaient pas besoin d'oxygène deviennent oxygène de sang. Donc, l'efficacité de ces médicaments n'est pas claire. On a des données, mais peu de données avec des données numériques où les malades sont bien caractérisés. Souvent, ils n'avaient pas d'hypertension pulmonaire sévère, mais on n'a pas montré d'effet. Et par définition, à mon avis, si on traite des malades qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire sévère, on n'a que des effets délétères, pas des effets bénéfiques. Dans des données biologiques, on a l'impression quand même que quand ils ont une hypertension pulmonaire très sévère, quand on les traite, on peut améliorer le pronostic. En tout cas, pour une partie d'entre eux qui défendent une réponse, pas tous, mais qui ont une réponse. Donc, il y a peut-être des malades qui pourraient bénéficier des traitements spécifiques quand ils ont une hypertension pulmonaire sévère, mais ça n'a pas été démontré à ce jour. Ça n'a pas été démontré à ce jour. Pour la BPCO, aucun traitement n'a montré une efficacité dans l'hypertension pulmonaire modérée, ça c'est sûr, sévère, que des données neurologiques. Dans les hypertensions pulmonaires associées aux fibroses, c'est un petit peu différent. En tout cas, c'est pas différent d'un d'épidémiologie. Ça, c'est des malades avec des fibroses pulmonaires exotatiques. Vous voyez qu'avoir entre 25 et 35, comme d'habitude, c'est banal. Avoir plus de 35 de PAP moyenne, c'est rare, sur ces deux études. Et avoir entre 20 et 25, pardon, vous voyez que c'est extrêmement fréquent. En pratique, ça évolue très lentement, l'hypertension pulmonaire, moins de 1 mm de mercure par an. On n'est jamais dans l'urgence chez ces malades. Bien sûr, c'est associé à un mauvais pronostic, il sert toujours. Et on peut avoir dans la fibrose pulmonaire, comme dans la BPCO, des vraies atteintes des artères et des veines pulmonaires qui vont se renouveler. Et des fois, là aussi, à l'origine d'une hypertension pulmonaire disproportionnée. Alors, est-ce qu'on peut dépister l'hypertension pulmonaire avec un scanner? Il y a plein de gens qui ont essayé de le faire. Là, vous voyez les données de KT et l'importance de la fibrose. L'hypertension pulmonaire n'est pas proportionnelle à la fibrose. Et les données entre le diamètre de l'hypertension pulmonaire et l'AP, à titre individuel, ça n'a aucun intérêt. Sur des grandes cohortes, oui, parce qu'effectivement, plus il y a l'AP est dilatée, plus on a une chance d'avoir une hypertension pulmonaire. En pratique, quand il y a une AP dilatée, le malade est déjà en insuffisance cardiaque droite, il suffit de regarder ses jambes. C'est plus efficace que le scanner en dépistage. Là aussi, on a des traitements, la question qu'on peut se poser. Lorsqu'il y a une hypertension pulmonaire sévère associée aux maladies à la fibrose, la question va être la même. Est-ce qu'on peut utiliser les traitements? Là aussi, attention, ces médicaments ne sont pas anodins. Dans un essai où on utilisait l'anglésantine, un antagoniste de récepteur d'endothéline, pas pour l'hypertension pulmonaire, mais pour traiter la fibrose, parce que l'endothéline est impliquée dans le développement de la fibrose. Donc, c'est des malades qui ont une fibrose et pas une hypertension pulmonaire. Et quand on donne de l'anglésantine, ce traitement d'hypertension pulmonaire à des gens qui ont une fibrose, ils font plus de progression de la fibrose et plus d'hospitalisation. Donc, ça veut dire que ce médicament, anglésantine, aggrave la fibrose pulmonaire. Donc, si on le donne chez quelqu'un qui a une hypertension pulmonaire, si c'est une fibrose, on ne sait pas ce qu'on fait. Et surtout, ça donnait plus de morts. 26 morts versus 6 morts. Donc, ce médicament est complètement contre-indiqué dans la fibrose, qui est ou pas une hypertension pulmonaire. Donc, c'est pas anodin d'utiliser ces traitements. Il y a un essai avec le rinoxiguat, une sorte
comme d'inhibiteurs des phosphodiesterase de type 5, en tout cas qui ciblent la voie du LO. Là aussi, c'est pour des malades qui ont une hypertension pulmonaire cette fois. Cette fois, ils ont une hypertension pulmonaire idiopathique. Et on se dit, bah là, on a une hypertension pulmonaire, on va traiter l'hypertension pulmonaire. Et bien, en fait, pas d'efficacité sur le test de marche, mais par contre, une augmentation de la mortalité lorsqu'ils étaient traités par pénicilline. Bien qu'il y ait une hypertension pulmonaire, et c'est le cas-là, une fibrose, on donne un traitement d'hypertension pulmonaire, on tue les malades. Donc l'efficacité n'est pas évidente. Il y a des données dans la littérature pour dire que les données de registre, que les inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5 pourraient être utilisés avec une certaine efficacité. Et c'est que des données de registre, il n'y a pas de données prospectives, et qu'ils ont l'air d'être plutôt safe et ne pas aggraver la fibrose. Et puis surtout, il y a une grande étude qui a changé un petit peu tout. Pour la première fois, il y a un traitement qui a montré une efficacité dans l'hypertension pulmonaire de groupe 3, c'est le tréprostinil inhalé, qui est une prostacycline qu'on fait par voie inhalée, on respirer la prostacycline. Ce qu'on se dit, c'est qu'en l'inhalant, ça va les mettre dans les territoires qui sont les moins détruits, donc on va cibler les zones du poumon les moins abîmées, et donc où on prend le moins de risque d'aggraver les malades devant la vasoconstriction hypoxique. Et vous voyez que c'est principalement des malades qui avaient des pneumopathies interstitielles idiopathiques, mais aussi 25% de fibrose et 25% de fibroemphysème, et des malades qui avaient plus de 25 de PAP moyenne et plus de 3 de résistance. Et ces malades, l'objectif c'était d'améliorer le test de marche à 4 mois. Vous voyez qu'avec le tréprostinil inhalé, les malades ont gagné en gros 32 mètres de test de marche, qui est considéré comme significatif, et ce qu'on fait habituellement comme seuil dans l'HTAP. Donc ces malades ont été améliorés. C'est la première fois qu'on voyait un traitement qui améliore les malades dans l'hypertension pulmonaire du groupe 3. Ça améliorait aussi le LT-proBNP, vous voyez qu'il baisse de 400 dans le groupe traité, il augmente de 1500 dans le groupe placebo, et ça diminuait de manière significative de 40% le risque d'aggravation clinique. C'était vrai, attention, ça ne règle pas toutes les questions, parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que les malades qui avaient un fibroemphysème, là ça ne marchait pas. Et puis les malades qui avaient moins de 4 de résistance, ça avait tendance à moins bien marcher que ceux qui avaient plus de 4. Donc là aussi, il y a la même racine avec une traite des malades qui ont une hypertension pulmonaire sévère. Ça paraît logique de traiter. Quand ils ont une hypertension pulmonaire modérée, il n'y a pas de vaisseau, et même peut-être le bénéfice qu'on a d'améliorer l'hypertension pulmonaire ne les aggrave dans l'autre sens. Et puis, dans cet essai, on avait enlevé le palpinté dans des troubles comme morbidité cardiaque, morbidité et morbidité cardiovasculaire. Et pour finir, avec ce tréprostinil inhalé, de manière intéressante, et c'est peut-être aussi pour ça que ça marchait, ça a amélioré la capacité respiratoire de ces malades-là. Donc peut-être que c'est un effet antifibrosant, il y a un essai actuellement sur la fibrose sans HTP avec le tréprostinil inhalé. Donc en conclusion, comment est-ce qu'on doit réaliser un cathétérisme avec 3 ? Si on suit les recommandations, une transplantation d'une chirurgie de réduction de volume, lorsqu'on suspecte une autre cause d'hypertension pulmonaire, et quand l'hypertension pulmonaire paraît disproportionnée à l'atteinte pulmonaire, elle va nous permettre de vérifier que c'est une hypertension pulmonaire sévère et quel est le mécanisme qu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque de chaque. Comment faut traiter les malades ? Optimiser la prise en charge respiratoire, toujours. Oxygénothérapie, parce que souvent c'est l'action hypoxémique. On peut les réhabiliter si c'est possible. S'ils sont accessibles et qu'il y a un programme de transplantation, fluidification de transplantation pulmonaire. Et les traitements de l'hypertension pulmonaire, il y a très peu de place. Dans la BPCO, tous les essais donnent des données conflictuelles, il n'y a pas beaucoup de données. En France, il y a un grand essai que je conduis sur toute la France qui va pouvoir inclure 200 patients avec le tadalafil, un inhibiteur de phosphodiesterase de type 5, pour avoir enfin un essai dans cette maladie. Et puis, dans les fibroses pulmonaires, il faut l'embrisantement de l'hélicoïde, ça tue le malade, il ne faut pas l'utiliser. Et puis, se pose la question du tréprostinil inhalé, qui a été le premier traitement qui a montré une efficacité dans cette indication, et qui en France est en accès précoce, en accès conventionnel actuellement. Si on n'a pas accès au tréprostinil inhalé, les données de registre sont rassurantes sur les inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5 avec un bon profil de sécurité, probablement une efficacité sur une hypertension pulmonaire sévère. Et donc, pour la fibrose pulmonaire, ce qui est recommandé actuellement, si on a moins de 3 de résistance, on ne traite pas. Si on a entre 3 et 5, il faut probablement considérer les tréprostinil inhalés. Et puis, si on a plus de 5, le tréprostinil inhalé ou les
de phosphodiesterase 5 qui ont probablement un intérêt. Merci de votre attention. Merci bien, professeur Montagnier, pour cette excellente présentation des recommandations imprégnées par vos remarques reflétant votre expertise dans ce domaine. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Agnès, Gigi. Merci beaucoup, docteur Montagnier, pour toutes ces données qui sont, comme le disait docteur Camoun, imprimées de toute votre expertise. Je voulais juste vous poser une question. Quand on a un patient qui a, par exemple, une fibrose très sévère, mais en même temps une HTP majeure, est-ce que, bien sûr à l'écho, mais avec des signes de retentissement droit, est-ce qu'on est en droit de penser qu'il faut qu'on peut lui donner, par exemple, des inhibiteurs des phosphodiestérases, ou est-ce qu'il faut quand même passer par le cathétérisme? Alors, spontanément, faites comme on peut. On va dire, s'il arrive chez moi, c'est sûr que je ne traiterai pas sans avoir un cathétérisme cardiaque droit, parce que même si souvent les cardiologues répondent le cœur gauche a une fonction systolique et satisfaisante, il est très difficile de mettre en évidence une insuffisance cardiaque gauche à fraction d'éjection préservée chez ces malades-là. Et par expérience, dans 20%, 30% des cas, on démasse une participation cardiaque gauche au cathétérisme cardiaque droit. Et là, pour le coup, si c'est le cas, c'est contre-indiqué des traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire parce que ça aggrave le pronostic des malades. Alors, ça, c'est si on a la possibilité de faire un cathétérisme cardiaque droit. Si on n'a pas la possibilité d'avoir un cathétérisme cardiaque droit, il faut avoir en tête d'essayer vraiment de prendre les sécurités de dire ce malade-là n'a pas d'influence cardiaque gauche. C'est vraiment important parce que les traitements de HAP vont avoir un pronostic si la insuffisance cardiaque gauche. Et effectivement, lorsqu'on pense qu'il y a une hypertension pulmonaire sévère, souvent les malades, la présentation typique, c'est qu'ils vont être plus essoufflés qu'on ne l'attend, une DSCO très très basse, ils vont être très hypoxémiques et ils vont faire des décompensations cardiaques droites. Ça, c'est le tableau typique du malade qui a une hypertension pulmonaire sévère. Et ils sont hypocapniques. C'est exceptionnel qu'une hypertension pulmonaire sévère, ou en tout cas un phénotype vasculaire pulmonaire, soit hypercapnique. S'ils sont hypercapniques, c'est très probablement que la maladie respiratoire est au premier plan et pas l'hypertension pulmonaire. Et que c'est plutôt de la raréfaction vasculaire pulmonaire que de la maladie vasculaire pulmonaire. Et souvent, moi j'utilise ça, c'est un bon second marqueur. Tous ces signes-là, si on a une maladie hypocapnique, avec une DSO très basse, très hypoxémique, avec une dyspnée disproportionnée, et une suspicion d'hypertension pulmonaire sévère à l'écho, souvent ces malades-là, c'est ceux qui pourraient bénéficier du traitement. Si vous avez le même malade où il n'y a pas une dysfonction BD majeure, il est plutôt 52 capnies, avec une insuffisance respiratoire terminale, là c'est souvent plutôt la maladie respiratoire qui parle et ils ne répondent jamais au traitement, et même ça peut aggraver les échanges gazeux. Ça peut aider un peu pour faire le tri parmi les malades. Merci. Juste pour avoir une idée, parce que là en Tunisie, nous n'avons pas de centre de référence concernant l'HTLP. Juste pour avoir une idée, donc vous êtes, je suppose, est-ce que vous êtes le seul centre de référence sur Paris dans ce domaine-là? Oui, non, alors l'organisation qu'on a en France pour les maladies rares, on a des centres de référence et puis qui se disséminent dans le centre de compétences. Après, sur le territoire. Donc, en fait, à Paris, on a un centre de référence, qui est un centre de référence national de recours pour tous les malades graves. Il est associé au centre de transplantation et au centre pédiatrique. Ça, c'est à Paris. Et après, dans chaque région, ancienne région, parce que nous avons une région, mais il y a 27 centres répartis sur toute la France où il y a des médecins qui ont l'expertise d'hypertension pulmonaire, qui peuvent mettre en route des traitements, faire les cathétérismes, cardiaques droits.
Et c'est comme ça que ça s'est organisé pour les maladies rares. Pour la fibrose, c'est pareil. Par exemple, Vincent Cotin à Lyon est le centre de référence et moi je suis le centre constitutif à Paris pour la fibrose. C'est-à-dire il y a le gros centre de référence, il y a des gens experts dans chaque région qui coordonnent ça pour que n'importe quel malade, n'importe où sur le territoire puisse avoir accès à des gens qui ont l'expertise de la maladie rare. Et puis quand ça devient trop compliqué, que le malade devient trop sévère ou qu'il y a des discussions, le malade peut être transféré vers le centre de référence. Ben, merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre participation. Merci. Et en espérant vous revoir. Bonne journée. Merci bien. Bonne journée. Merci.